Bonjour, professeur Lou. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Par ici la vérité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la République. Qu'est-ce que la République? Quelle place occupent les chefferies traditionnelles dans une République? Est-ce que l'État du Cameroun, par exemple, reconnaît les chefferies traditionnelles? Alors nous allons commencer par la définition proprement dit. Qu'est-ce que la République? Merci d'être venu. Et puis, pour vous dire en quelques mots, très sommairement, ce que c'est que la République, c'est un régime politique où on accède au pouvoir par des élections. Et pour comprendre cette notion de République, il faudrait peut-être comparer la République à une monarchie. Une monarchie est héréditaire. Vous avez vu, la reine d'Angleterre est morte et c'est son fils Charles qui est devenu roi d'Angleterre. Ça, c'est la monarchie. Mais dans une république, on accède par des élections. Le peuple, n'est-ce pas, envoie une majorité au Parlement et cette majorité forme un gouvernement. Et lorsque cette majorité sera, par exemple, disons, désavouée par le peuple, cette majorité devient opposition et celle qui était opposition devient, n'est-ce pas, arrive au pouvoir et organise, n'est-ce pas, le pouvoir comme elle entend. Donc, en quelques mots, la République assure les droits, les libertés de tous ceux qui vivent dans la République. C'est un régime qui, beaucoup de pays dans le monde, n'est-ce pas, ont adopté la République. Il y a la République, n'est-ce pas, chrétienne, la République islamique, mais chez la République du Congo, mais au Cameroun, c'est une République unie qui essaye, n'est-ce pas, d'assurer le bien-être de tous les républicains, de tous les Camerounais. Et voilà. Et donc, la République est là pour assurer un minimum de bien-être de nos concitoyens. Vous avez aussi parlé des chefferies traditionnelles. Je voudrais vous dire que les chefferies traditionnelles sont reconnues par la Constitution. Un chef traditionnel est le représentant de l'État et de la tradition. Et le chef traditionnel joue un rôle très important. Il est en quelque sorte une sorte de courroie de transmission entre ces populations et l'administration et l'État. Je peux citer quelques exemples pour bien vous fixer les idées. Oui, allez-y. Bon, chez nous, on a bitumé la route Fumban-Magba. Oui. Mais c'est un bonbon joya qui avait suivi les doléances des populations, informé l'État et la route a été bitumée. Il en est de même pour Fumban-Bangouran. Donc, le chef traditionnel reçoit de l'État, n'est-ce pas, des consignes, qu'il porte ça à ses populations dans sa zone de compétence. Et il reçoit également les doléances des populations. Si les populations veulent un pont, par exemple, ben, c'est le chef traditionnel qui va informer l'État que oui, on a besoin d'un pont, n'est-ce pas, dans mon village. Vous comprenez? Donc le chef traditionnel joue un rôle social, économique, culturel et aussi politique.
Parce que les gens ne connaissent... Je ne sais pas. Il ne faut pas jeter la confusion dans la tête des gens. Mon grand-père était membre du parti traditionnel Bamoun. Le sultan Seydou avait un parti politique qu'on appelait le parti traditionnel. Et ce parti, il est allé a apporté le soutien à l'Union camerounaise, puis après à l'UNC, puis après au RDP. Vous comprenez? Donc il ne faut pas jeter la confusion dans la tête des gens. Le chef traditionnel joue un rôle très important. Et comprenez-moi bien, même les autorités coloniales qui sont venues dans notre pays et qui avaient une puissance militaire, politique, économique, ont travaillé avec les chefs traditionnels. Ces autorités coloniales n'ont pas inquiété les chefs traditionnels. Alors qu'ils avaient tout le pouvoir. Alors qu'ils avaient tout le pouvoir, ils pouvaient supprimer ces chefs traditionnels. Ils avaient même interdit le Ngouane. Bon, ils avaient interdit le Ngouane. Alors là, je profite pour vous dire pourquoi ils avaient interdit le Ngouane. Vous savez, le Ngouane est une fête traditionnelle des Bamoun. Et le roi fixait toujours cette fête au mois de juillet après la récolte de maïs. Et la fête française, c'était le 14 juillet, n'est-ce pas? On fêtait le 14 juillet avant la fête du Ngouane. Alors, à la fête du 14 juillet, le roi, avec quelques notables, se présentait au poste administratif où on chantait la Marseillaise. Mais quand le roi fixait la date du Ngouane, le jour du Ngouane, tous les Bamoun étaient à Foumban. Alors, les autorités coloniales, en 1923, se sont dit, mais quelle est cette fête africaine qui concurrence le 14 juillet français? Alors, c'est pour cela, je dis, pour que les jeunes comprennent bien, l'interdiction du Ngouane en 1923 est due au fait que les Bamoun ne comprenaient rien du 14 juillet. Le jour du 14 juillet, chacun va dans son champ, ou va chasser, ou vaquer à ses préoccupations. Alors que ce n'est que le roi Njoya avec quelques notables qui assistaient au 14 juillet. Il n'y avait pas la population. Alors, pour montrer que le royaume Bamoun fait partie, n'est-ce pas, de la possession française, eh bien, les autorités françaises ont supprimé le Ngouane, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le président Biya arrive et libéralise le système, et le Ngouane reprend ses lettres de noblesse. Donc, je voudrais dire par là que même l'Occident chrétien, qui était contre la polygamie, n'a pas inquiété les chefs traditionnels qui avaient des centaines de femmes. Par exemple, le chef traditionnel de Banganté ou de Bafout ou de So, tous ces chefs-là n'étaient pas inquiétés. Ils étaient plutôt les auxiliaires de l'administration. C'est-à-dire ceux qui recevaient les instructions de l'État, informaient la population et aussi veiller à l'exécution, n'est-ce pas, des ordres de l'administration. Et c'est pour cela que, en contrepartie, l'administration les protégeait, hein, et même les encourageait lorsque ces chefs étaient des chefs traditionnels éclairés. Donc, si vous me comprenez bien, les chefs traditionnels font partie, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui doivent gérer avec l'État notre pays. Vous regardez par ici la vérité. Par ici la vérité, nous nous intéressons à l'actualité du Noun, du Cameroun, de l'Afrique et même du monde. Nous recevons aujourd'hui comme invité le professeur Lou et nous nous intéressons à la République. Alors professeur Lou, nous allons poursuivre le débat. Bientôt 2025, et ça sera les élections présidentielles, on va vivre les mouvances politiques.
Il y a par exemple le MRC, le PCRN, l'UPC et bien d'autres partis politiques. Mais nous avons fait une remarque, professeur Lou. Nous avons comme impression que les partis politiques au Cameroun s'intéressent à lutter contre les chefferies traditionnelles. Alors nous voudrons savoir, professeur Lou, quel est l'objectif d'un parti politique? C'est de conquérir le pouvoir ou bien c'est de lutter contre les chefferies traditionnelles? D'abord votre lecture, et si vous partagez cet avis, professeur Lou. Vous savez, quand on crée un parti politique, il y a un objectif à atteindre. Et dans la plupart des pays industrialisés, le parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir suprême à travers les élections. Donc, si il y a des partis politiques au Cameroun, et je me rappelle que même avant les indépendances, il y avait aussi beaucoup de partis politiques au Cameroun. Et leur but, c'était d'accéder au pouvoir. Je cite le cas, par exemple, de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui, quand on a créé une petite autonomie au Cameroun dans les années 1959, bon, le président Moumié perd son âme, a, n'est-ce pas, organisé les troubles, parce que lui, il avait peur il ne voulait pas que l'indépendance soit en 1960 et que l'indépendance échappe, puisque c'était un parti très populaire. Alors, le parti politique, c'est pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir. Un parti politique a un programme de gouvernement. Et c'est ce programme-là qu'il essaye de sensibiliser nos concitoyens pour que les gens adhèrent, n'est-ce pas, à sa façon à sa vision. Et puis, si maintenant ce parti a la majorité, eh bien, il remporte les élections et l'autre parti qui n'a pas passé les élections devient opposition. C'est d'ailleurs pour cela que dans la plupart des pays industrialisés, on parle de bipolarisation. C'est-à-dire qu'il y a un grand parti majoritaire qui joue le rôle, qui gouverne, et quand le peuple désavoue ce grand parti, eh bien, l'opposition, par exemple, en Angleterre, on parle de l'opposition de Sa Majesté. Et la majorité de Sa Majesté. Donc, et puis, il y a un shadow cabinet en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un parti d'opposition qui a son gouvernement, n'est-ce pas, qui critique dans le sens de faire progresser le pays. Alors, quand vous me dites qu'il est parti au Cameroun lutter contre les pouvoirs traditionnels, mais moi je ne sais même pas pourquoi on leur a donné l'autorisation, n'est-ce pas, d'exercer. Parce que normalement, si tu crées un parti pour lutter contre un chef traditionnel, je pense que on ne va pas accepter l'existence de ce parti. Il ne faudrait pas que les gens, n'est-ce pas, vraiment fassent l'amalgame. Non, le parti politique doit aller à étudier. Vous comprenez? Doit aller à étudier et non pas se limiter à un lamida ou à une chefferie traditionnelle ou à un sultanat. Non, le parti politique est là pour accéder au pouvoir. Puisque la Constitution permet à ces partis politiques, n'est-ce pas, de concourir, de participer aux élections. Que ce soit des élections municipales, législatives ou présidentielles. Ça, c'est le rôle d'un parti politique. Il faut avoir un programme.
et avec une vision bien déterminée. Qu'est-ce qu'on va faire si on arrive au pouvoir? Et si c'est pour remplacer un sultan, je crois qu'on ne peut même pas vous donner l'existence légale. Alors non, évitez il ne faut pas développer la haine. Il ne faut pas développer la haine dans les populations. Je vous ai déjà dit que le chef traditionnel est le représentant de l'État et de la tradition. Eux-mêmes travaillent avec les ancêtres, ce qu'un parti politique n'est pas capable de faire. Donc, je souhaite seulement que comme les élections arrivent là, vraiment que les gens sortent des programmes, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire du Cameroun si jamais ils accèdent au pouvoir. Et c'est dans la République, puisque vous m'avez demandé de définir la République. La République, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide si tel ou tel peut gérer le pays. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord d'un chef traditionnel, un député peut toujours faire des propositions de loi, n'est-ce pas? Pour dire que je suis contre les chefferies traditionnelles. Et puis, ou un projet de loi venant d'un gouvernement qui vient d'être élu peut aussi faire des projets. Et je dis que pour supprimer les chefs traditionnels dans la République, ça doit se passer par référendum. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit dire que nous, on en a marre, nous ne voulons plus les chefs traditionnels. Parce que la société même, mais c'est incroyable. La société est née avec le chef traditionnel. Si je prends le cas du royaume Bamoun. Votre royaume là a plus de 500 ans quand Charian a créé ça. Alors il ne faut pas que les Européens sont venus, ils ont trouvé le roi sur place. Le roi leur a dit d'aller s'installer en JC. Même la République est venue trouver le roi sur place. Et je vais vous dire une chose, que peut-être l'histoire retiendra. Peut-être mes petits-fils reviendront sur ce projet-là. À la veille des indépendances de notre pays, nos pères voulaient faire du royaume Bamoun une principauté, comme la principauté de Monaco. Vous m'entendez bien? Non, ici, c'est-à-dire donner un régime spécial au royaume. Parce que nos pères s'inquiétaient de cette indépendance. Mais ce qui a empêché ce projet de se réaliser, c'est la réunification. Puisque c'était dans toutes les bouches. Et puis, créer des statuts spéciaux pour certains départements, il fallait plutôt aller vers la réunification, c'est-à-dire de l'entité anglaise avec l'entité francophone. Vous comprenez? Alors, sinon, s'il n'y avait pas ce problème de réunification, je pense que ceux de mes parents, ceux de mes pères, qui voulaient faire du royaume Bamoun la principauté, vous savez, en France, il y a la principauté de Monaco. Et puis, j'étais en Europe quand Monaco devait jouer la coupe nationale. Il y avait une équipe de Monaco avec une équipe française là. Mais le prince de Monaco était assis à côté de M. Mitterrand. Vous comprenez? Et je voudrais dire à ceux qui cherchent à bafouer la tradition que il faut faire attention. Parce que Giscard d'Estaing, il y a toujours la famille qui descend de Louis XIV. Quand Giscard d'Estaing recevait le comte de Paris, il le recevait comme si c'était un chef d'État au perron de l'Élysée. Nous, on a vu ça. Donc, j'insiste en disant toujours que, attention, la tradition est née avec la société. Et tout ce qui est venu, comme on parle de démocratie, mais je ne sais même pas pourquoi quand on parle de démocratie, est-ce que vous savez que le Ngouan avait sa façon de faire la démocratie? Vous voulez savoir?
Eh bien, alors, le réquisitoire, à 3 semaines du Ngouan, le roi a envoyé les Fonangouan, c'est-à-dire les acteurs de Ngouan, dans tous les différents villages pour qu'ils se renseignent, qu'ils aient des informations sur la manière où ils gouvernent, s'il y a des abus, les gens racontaient tout cela. Et le jour de Ngouan, le roi était debout, et puis le peuple parlait, s'il y a des abus. Est-ce que ce n'est pas une forme de démocratie, mes enfants? Alors, donc, je dois seulement dire que c'est des institutions qu'on doit renforcer, les institutions traditionnelles, qu'on doit renforcer. Parce que ces institutions... D'ailleurs, quand certains ont cherché même à supprimer ça, il y avait des problèmes à l'époque coloniale. Le roi était en exil. Notre roi, le roi Joël était en exil. Même le sultan du Maroc était aussi en exil. Mais les autorités coloniales se sont rendues compte qu'il faut faire venir le roi. Sans le roi, on ne peut pas gérer le pays. Vous comprenez? Donc, je voudrais tout simplement dire que, en résumé, les partis politiques sont là pour la conquête du pouvoir suprême et non pas du pouvoir traditionnel. Et que chacun doit jouer son rôle. Nous souhaitons que, comme les élections arrivent, tous ces différents partis nous présentent, nous le peuple, des programmes. Et que ces partis politiques essayent, n'est-ce pas, parce que si tu as la majorité, tu vas en bénéficier. Parce qu'il nous faut un patriote, c'est-à-dire celui qui aime et le Tupuri, et le Vidikoum, et le Bassa, et le Bamoun, et les adeptes de tribalisme là, hein, qu'ils comprennent que chacun, on ne choisit pas sa tribu, n'est-ce pas? Je suis né à Fumban, mais je pouvais être aussi né à Bamenda, à Bafout, ou à l'est, n'est-ce pas? Donc, vraiment, que les leaders d'opinion essayent bien de décortiquer ces projets de société et expliquent ça avec les moyens avec lesquels ils vont exécuter leur programme. Il ne suffit pas de dire seulement qu'on va changer. Changer quoi? Et changer pour faire quoi? Donc on arrive, n'est-ce pas, à nous sensibiliser avec des programmes et éviter de développer la haine entre les citoyens. Nous sommes déjà fatigués qu'on ne développe pas la haine, qu'on essaie de dire ce qu'on peut faire. Le pauvre citoyen attend qu'il ait de l'eau potable pour boire. Le pauvre citoyen attend qu'il ait des routes. Le pauvre citoyen attend qu'on peut même, ici dans le Nunavut, le maïs, vraiment. On n'arrive même pas à s'organiser pour développer cette culture d'une façon extensive, améliorer la quantité, améliorer la qualité, et puis surtout la gestion de stock. Hein? Pendant la récolte de maïs, des gens qui ont des moyens, ils viennent, ils bazardent le maïs, ils partent cacher ça, et puis après, quand le maïs devient plus cher, ils sortent ça. Et le paysan, dans tout cela. Non, moi je dis seulement que les partis politiques essayent de comprendre les problèmes des habitants, les problèmes des populations, puisqu'ils demandent le suffrage. Ils nous demandent nos suffrages, n'est-ce pas? Mais qu'en conséquence, qu'ils réagissent, qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que je vais donner à ceux-là qui nous ont donné le pouvoir? Si on te dit à Fumban là, hein, depuis que les municipalités ont changé de main, hein, qu'est-ce que vous avez tiré de ça? Vous allez dire quoi? Hein? Et regardez l'état de nos routes, regardez l'état des poubelles. Est-ce que les poubelles même sont ramassées? Donc, le citoyen attend qu'on apporte l'eau dans son quartier, qu'on améliore les routes dans son quartier,
qu'il y ait l'électricité dans son quartier. D'ailleurs, je parlais de Mbombo Joya, un chef traditionnel qui a fait électrifier un Koundum. Si vous voulez, vous cherchez des... Oui, c'est lui, c'est grâce à lui que le quartier Koundum a été électrifié. Vous comprenez? Et puis les tronçons, Fumban, Bangouran, et puis Magba, c'est lui, avec, n'est-ce pas, l'administration de notre pays. Donc, je dis encore une fois, la République a pour mission d'assurer un minimum de bien-être à ses populations. Et c'est pour ça que l'administration doit être à l'écoute des aspirations des uns et des autres. L'administration doit donc... c'est ça. C'est pour ça que, n'est-ce pas, on arrive à progresser quand on comprend les aspirations des uns et des autres. C'est le peuple qui gouverne dans la République. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, à nous regarder. Et à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.